On va rapidement se dire un mot autour de ce sujet d'accueil concernant la CEDEAO, du moins c'est l'actualité au Mali, alors que eh bien, le pays vient donc d'arrêter à 24 mois la durée de la transition. Une décision qui est, comme il fallait s'y attendre, mal perçue au sein de la CEDEAO qui dit, je cite, regretter la décision du Mali donc sur cette prorogation donc de la transition de 24 mois. Maître Janvier Bomo, je vous donne la parole pour comprendre davantage eh bien, cette posture de la CEDEAO qui ne semble pas visiblement partager la vision des autorités de la transition du côté du Mali. Alors que mettons dans regrette la décision du Mali? Ce sont les mots et le propos retenus par la CEDEAO. Alors, avant d'entrer de plein pied dans ce sujet, je tiens, président Bandakani, à ce que les réformes entreprises dans l'armée camerounaise s'achève par la protection juridique de cette armée. Parce qu'elle est victime des feuilles de chou qui donnent des informations sur l'armée n'ayant pas été dans le théâtre des opérations. Ça, c'est très important. On le connaît. C'est pour ça qu'on les connaît. C'est pour ça que toutes les grandes armées du monde ont ce qu'on appelle la prévôté. C'est-à-dire des spécialistes qui, à l'intérieur, enquêtent et donnent des informations qui sortent du théâtre des opérations de l'armée. Parce que l'armée camerounaise, elle est protectrice de la nation, mais elle est à la croisée des chemins au niveau de sa protection. C'est n'importe qui donne. Il faut qu'on apprenne la respectabilité définitive de l'armée camerounaise. Que lorsqu'il y a des informations sur le théâtre des opérations, monsieur Ndou, même vous les journalistes, vous devez vous garder d'attendre. Oui. C'est ce qui se passe dans le monde entier. Je prends toujours un exemple banal. Vous avez vu Fatou Bensouda, l'ancien procureur de la Cour pénale internationale, elle a voulu s'intéresser sur l'activité de l'armée américaine dans plusieurs théâtres d'opération, dont l'Afghanistan, l'Irak et tous les autres. Mais c'est tout le politique américain qui s'est levé. Ouais. Et sur le plan économique, on bloque ses avoirs. Sur le plan des relations internationales, interdit de voyager. C'est-à-dire que c'est tout un arsenal. Vous voyez comment tout un peuple se lève pour son armée. L'armée camerounaise qui est appelée à défendre ce pays et surtout à répondre à des défis futurs, parce que les grands défis arrivent. Cette armée, elle a besoin de protection. Les théâtres d'opération ne suffisent pas. Alors, nous disons merci, M. Doum, pour la tribune que vous nous offrez. Merci à Afrique Média, président Bandakani, cette tribune. Merci à Afrique Média. Merci au PDG d'Afrique Média, parce que lui-même, il est dans cette liste noire. Cette liste noire de la Maison Blanche. Aux côtés d'Afrique Média. Aux côtés d'Afrique Média. Absolument. Bon, lorsque nous revenons au niveau du Mali, quand vous dites que la CEDEAO s'inquiète de la durée de la transition au Mali, mais la CEDEAO c'est quoi? Peut-être vous ne savez pas ce que c'est que la CEDEAO. Lorsque, à un moment donné, l'impérialisme va avoir la même mise sur la puissante organisation de l'unité africaine. Parce que lorsqu'on crée la CEDEAO en 1975, on a encore l'organisation de l'unité africaine, l'OUA. Ils ont utilisé encore une autre tactique, diviser pour mieux régner. Mais la CEDEAO, c'est le reflet, c'est le retentissement de la politique impérialiste dans certaines régions de l'Afrique. Mais sinon, comment pensez-vous qu'à un moment donné, la CEDEAO soit aux avant-postes par rapport à l'organisation de l'unité africaine qui est aujourd'hui l'Union africaine? Qu'est-ce que cela veut dire? Vous entendez le président Macron dire j'ai appelé le président, je vais appeler la CEDEAO. Mais il ne sait pas que cette organisation, normalement, si elle avait été constituée pour continuer à défendre les intérêts régionaux des États qui sont dans l'assiette de cette organisation, mais elle devait à chaque fois se référer à la grande organisation, à la tutrice qu'est l'unité africaine. Alors, quand la CEDEAO s'inquiète de la durée de la transition au Mali, mais vous comprenez que c'est la France, c'est l'Occident qui s'inquiète, parce qu'à un moment donné, ils voulaient que la transition au Mali, que ce soit à la va-vite, pour que très rapidement, leur sbire, le cinquième homme,
les 5e hommes qu'ils ont cachés au Mali, qu'ils leur ressortent de leur cachette et leur positionnent et leur mettent en pole position pour reprendre les manettes du poids au niveau du Mali. N'allez pas chercher loin, M. Doum. C'est l'impérialisme qui continue à s'inquiéter sur la montée en puissance et sur le maintien du peuple mali quant à la reconquête définitive de sa souveraineté. Je pense qu'au Mali, c'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Samuel Djeredo Yumbi, de quoi s'inquiète clairement et proprement la CEDEAO dans cette démarche républicaine, mais surtout, j'ai envie de dire, dans cette démarche donc, des autorités de la CEDEAO, mais de la transition du côté du Mali, qui ont donc, avec le concours de tous les Maliens arrêtés donc, pour 24 mois la durée de la transition, elle s'inquiète proprement de quoi, parlant de la CEDEAO? Oui, merci M. Fabrice Doum. Avant de répondre à votre question, je pourrais revenir quelque part sur le problème de cette crise que nous avions dans le Nozo avec un wanted qui est appelé Nopiti, qui sème la terreur que nous avons vu sur vidéo, et tout simplement apporter ma contribution de ma lecture vis-à-vis ce que nous, Camerounais, nous vivons ici, sachant bien que cette crise, elle est arrivée par procuration, qui ne fait que s'aligner dans le même débat que nous sommes en train de vouloir discuter actuellement, qui était déjà bien organisé, bien préparé pour départager l'Afrique encore de nouveau. Ce qui est sûr, c'est que nous avons eu dans le passé, il y avait Phil Marshall. Aujourd'hui, il est porté disparu. On ne sait pas s'il est vivant, on ne sait pas s'il est mort, on ne sait pas où il se cache. Mais ce qui est sûr, il a été acculé par les forces armées de défense et de sécurité camerounaises, qui font un travail énorme sur le terrain, dont l'état-major camerounais sont sur le terrain à pied d'œuvre. Aujourd'hui, nous avons lieu d'espoir de se dire que ce que ceux-là, ils avaient pensé, intenté, savoir qu'aujourd'hui, le Cameroun devait être à feu à sang. Nous devons tirer ce grand bravo à tout l'état-major et dire encore que les exactions qui sont passées dernièrement et que nous savons que c'est Nopiti qui a revendiqué par des vidéos et qu'il y a certains de nos soldats qui, par des voices qu'ils ont envoyé ça dans les réseaux sociaux, qui restent à vérifier, mais quelque part, nous pouvons tout simplement dire la réforme qui est faite au Cameroun aura lieu car le chef suprême des armées, qui est le président de la République que nous connaissons sa vision pour un Cameroun meilleur et pour un Cameroun où la jeunesse, fer de lance, aura le droit de continuer tout ce qui va léguer au moment venu. Nous sommes tout simplement sûrs qu'il ne pourra pas laisser en tant que chef d'État, chef suprême des armées, un Cameroun où à l'intérieur on aura des individus, des bandits de grand chemin comme les Nopiti. Donc nous le savons tous que l'état-major de l'armée sait qu'il y a souvent certains moments d'inattention et c'est là où quand on pense qu'on n'est pas en danger, c'est là où souvent qu'on est en danger. C'est ce qu'il s'agit, ce qui nous est arrivé avec nos petits, parce que personne ne savait où s'étaient cachés nos petits. On savait que bon, là on n'est plus en danger, mais nous avons vu l'arrivée de nos petits. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas quelque part condamner manque d'inattention de l'armée, parce que l'armée est sur tout le front. Et sur tout le front, vous avez tous les chemins. Dans chaque arrondissement, chaque district, on ne sait pas d'où ces gars qui sont repartis dans les bourses, ils se cachent. Mais la logique, elle est claire que... Mais d'ailleurs, plusieurs témoignages de l'armée que nous avons eu nous laissaient comprendre, du moins parlant de l'armée, qui se plaignait qu'elle était véritablement infiltrée par des individus qui donnaient clairement la position de celle-ci auprès de ces, parlons comme ça, de ces bandits et qui arrivaient à des moments pour frapper cette armée-là. Et donc, une thèse qui aujourd'hui nous réconforte davantage notre lecture, comme celle qu'a souligné le président Madakani, qu'il y a véritablement des forces endogènes qui font feu de tout bois afin que cette guerre puisse véritablement perdurer. Aujourd'hui, nous pouvons l'affirmer aujourd'hui que nous avons des poches de bandits dans certains poches, comme vous avez dit, ces terroristes qui sont devenus des grands gangsters parce qu'ils survivent maintenant et grâce à cela. Et nous pouvons tout simplement, moi j'ai cette conviction que le débat que nous faisons, que nous avons toujours fait ici sur ce plateau, Afrique Média, a apporté une contribution à près de 50% pour éradiquer cette crise, ces terroristes. Et nous ne devions pas fléchir, nous devons continuer pour
toujours soutenir l'armée et interpeller maintenant les riverains qui sont dans ces zones à plus s'impliquer vis-à-vis d'apporter des renseignements, des informations, que ça ne soit plus du côté des terroristes, mais du côté de l'armée, parce que leur vie en est aussi un enjeu. Tout à fait. Le bandit finira l'armée, mais c'est vous qui va toucher. Pour revenir maintenant à votre question voilà, sur le Mali. Merci. Dans le sujet, évidemment, c'était juste pour apporter cette contribution un peu. Absolument. Pour dire que notre armée de France, elle est professionnelle, elle est républicaine, surtout, et elle sait ce qu'elle a fait, et nous devons toujours la soutenir. Au Mali aujourd'hui, nous avons un peuple qui est souverain depuis son histoire, qui, nous pouvons le dire aujourd'hui, revient sur la scène dans ce 21e siècle, démontrer encore aux yeux de la communauté internationale que le Mali n'est pas ce que vous aviez pensé, parce que après que le Mali ait mis sur pied la charte de sa démocratie, l'Europe n'avait pas encore eu l'idée, ne pensait pas quand est-ce qu'ils vont se retrouver sur une table pour faire une lecture démocratique, pour pouvoir faire prévaloir leurs qualités. Mais aujourd'hui, le Mali démontre aux yeux de la CEDEAO que, restant dans le respect de la logique juridique d'un État souverain, restant dans le respect de la logique de la protection de la souveraineté sécuritaire du Mali, restant dans le respect pour le développement du Mali, ce qui démontre quelque part le multipolarisme qu'il y a, que nous voulons aujourd'hui démontrer au monde entier que chaque pays peut prendre la responsabilité pour son devenir en respectant autres pays sur les accords et les traités qui peuvent être écrits, qui sont faits par des hommes. Mais aujourd'hui, le Mali, respectant ces accords, a fait un bilan de savoir qu'est-ce que le Mali a eu à bénéficier de cette CEDEAO depuis qu'elle existe en tant que membre fondateur. Le Mali, ayant fait ce bilan, a trouvé des voies et moyens aujourd'hui, pas de contourner la CEDEAO, mais de se dire, je suis obligé aujourd'hui d'avancer pour la prospérité, la sécurité et le développement du Mali en prenant nos responsabilités pour l'émergence du Mali. D'accord. Et aujourd'hui, nous sommes que fiers de voir que la CEDEAO, celle-là qui a voulu plutôt détruire le Mali par procuration, se retrouve en face d'un pays qui a mis en face de la CEDEAO sa souveraineté. Et cette souveraineté maintenant fait mal à la CEDEAO. Elle ne sait plus comment elle peut s'en sortir. Et nous trouvons tout simplement que c'est le panafricanisme, la détermination que le président de transition de la CEDEAO, M. Assimi Goïta, est en train du Mali, est en train de faire prévaloir aux yeux de la communauté internationale aujourd'hui et aux yeux de l'opinion de la CEDEAO, de dire aujourd'hui, la CEDEAO est un instrument qui est vide de coquilles, car la CEDEAO n'était pas là pour nous apporter une vie meilleure, mais elle était là tout simplement pour nous asphyxier et nous détruire. Regardez qu'ensemble aujourd'hui, si individuellement, dans le respect des lois de la protection et du développement du Mali, je peux m'en sortir avec d'autres pays amis. Vous qui êtes là aujourd'hui, sachez que nous devions reconstruire encore de nouveau la CEDEAO pour pouvoir avancer ensemble. Aujourd'hui, le Mali fait peur à la CEDEAO. La CEDEAO qui est tenue par la France, elle se dit, elle est en train de perdre. Le défi qu'elle a ouvert avec l'Ukraine, c'est perdu déjà. Et maintenant, le vrai défi maintenant, c'est le Mali, car les États-Unis qui étaient le soutien leur demandent aujourd'hui, si vous n'avez pas le Mali, vous n'avez plus le Sahel. Et ils doivent retourner maintenant. Et en retournant, nous pensons aujourd'hui que la CEDEAO a loupé son coach lors du dernier sommet
tels qu'ils ont renvoyé sans apporter une contribution palpable aux yeux du peuple malien. Et nous avions vu les semaines qui ont suivi la décision que le peuple malien a décidé de 24 mois pour pouvoir mettre tous les instruments qu'il faut pour aller aux élections. Tout à fait. En prenant cette responsabilité, le Mali nous démontre aujourd'hui que la CEDEAO est un instrument vide aujourd'hui. Merci à vous, Samuel Dionedor Youmé. Vous avez d'ailleurs lu dans une boule de cristal. J'ai peur de dire que vous avez le don d'ubiquité. Alors, Bertrand, je vous retrouve parce que l'enjeu du 4 juin, c'était pour beaucoup, il fallait certainement aller à un apaisement. L'apaisement n'a donc pas eu lieu puisqu'on a encore retarder cette affaire-là, du moins les décisions de la CEDEAO ont été renvoyées à une date ultérieure pour le mois de juillet. Alors après donc cela, le Mali revient donc clairement dans une démarche qui, on le sait clairement et les autorités le savent, va contribuer davantage à durcir le temps entre le pays et la CEDEAO, en demandant donc, du moins en prorogeant la durée de la transition pour 24 mois. Une décision que la CEDEAO dit finalement regretter. Est-ce que quand la CEDEAO le dit, cela veut dire clairement qu'il y avait une démarche qui était mise en place par celle-ci pour véritablement aller en apaisement avec Mali? Parce qu'on veut tenter de comprendre effectivement la teneur, la quintessence de l'expression regretter la démarche du Mali. Le Mali n'a jamais été en cessation de discussion avec la CEDEAO. Jamais. Les responsables maliens ont toujours dit qu'ils sont disponibles et ils discutent avec la CEDEAO. Par contre, le Mali s'est toujours plaint des interférences extérieures qui instrumentalisaient la CEDEAO. Extra-régional. Le Mali s'est toujours plaint. Le Mali allait plus loin. Les décisions qui ont été prises par la CEDEAO pour asphyxier le Mali ont été clairement dictées par une puissance extérieure de la CEDEAO à l'Afrique. Ça a été ça le point d'achoppement entre les responsables maliens et la CEDEAO. Moi, je ne crois pas aux décisions qu'on prendra dans un mois. La CEDEAO prendra quelle décision? Elle a quel moyen? Elle ne vaut rien. Où est la force de réactivation en attente? Ils sont menacés, hein? Que si les choses ne montent pas, on a une force de réaction en attente. C'est le Nigeria sous M. Aboubakar qui, à l'époque, avait mis sur pied les Comog pour régler les problèmes au Libéria. Parce que les problèmes au Libéria avaient débordé le Libéria. Et c'était répandu dans le Côte d'Ivoire. Vous savez pourquoi? Houphouët-Boigny, par respect pour mes amis du PDC, vraiment, c'est un problème. Parce que M. Charles Taylor était son chouchou. M. Charles Taylor était le chouchou de M. Houphouët-Boigny. Et le problème avait débordé aussi en Sierra Leone, où ce Charles Taylor soutenait le ROUF. Les coupeurs de bras, les coupeurs de mains. Il y a 1 million de mutilés en Sierra Leone. Et en retour, il exploitait les diamants. Regardez la collusion. Le sage, président sous la 4e République, grand ami de la France, soutien de Charles Taylor, soutien du ROUF. C'était au sein de la CEDEAO. C'est M. Aboubakar, le Nigeria. Le bon Nigeria à l'époque, le grand Nigeria, d'homme fort, grand Nigeria, avait réussi à mettre la paix dans cette histoire-là. Mais le Mali a ça. Or, quand vous regardez la situation, moi j'ai souvent fait ici un schéma d'une lionne, la France, qui agrippe une proie, mange la proie, mais a du mal et a besoin des facilitateurs. Les facilitateurs sont la CEDEAO, l'Union africaine, l'UMOA, le G5 Sahel, Barkhane. Parlons un peu du G5 Sahel. Parce que c'est un tout. C'était quoi le G5 Sahel? C'était une instance politique chargée de lutter contre le terrorisme, contre le terroriste. C'était 5 millions de kilomètres carrés de terrain pour lequel la France voulait s'en accaparer et étendre son influence, avec tout ce que ça comporte comme matière première en dessous. 5 millions de kilomètres carrés. Et quand cette histoire va naître en Mauritanie, de l'initiative, acceptons même des Africains, la semaine suivante, ils étaient à Paris. Nous, on va crier ici. Quand vous avez une bonne initiative, nous avons fait naître la même ici. Ils ont dit qu'ils avaient besoin des financements. Dans le cadre de la mise sur pied. Ils n'avaient besoin de rien. Ils n'avaient besoin de rien.
une contribution publique. Levez 500 millions de dollars. On leur a demandé combien. Vous avez besoin de combien? 500 millions de dollars. Ouais. Vous prenez 5 millions de kilomètres carrés du territoire africain au sein de la CEDEAO. Vous le vendez à Paris pour 500 millions de dollars. Qu'on soit sérieux. Quel financement? Ben, vous avez des armées régulières. Donc vous avez des budgets régaliens pour entretenir vos armées. Pourquoi vous ne mettez pas ensemble vos moyens? Nous l'avions fait dans le cadre de la force multinationale mixte. On n'a commandé chez personne. Le Cameroun avait ses unités opérationnelles. Le Tchad, le Nigeria, le Niger s'est mêlé à cette histoire. Mais on a mis la force multinationale mixte. Les états-majors ont été constitués. Les bases logistiques ont été constituées. Certes, sur le plan aérien, il y a des dysfonctionnements. Mais sur le terrain, ça travaille. D'ailleurs, nous profitons pour saluer Monsieur Déby Itno, à la tête du Tchad, pour la grande victoire de l'armée tchadienne. Vous êtes au courant? Près de 300 éléments de Boko Haram. L'armée du Tchad est en train de nettoyer la région du lac Tchad en ce moment. Les victoires sont là. Nous saluons le commandant en chef et ce qu'on peut appeler le Haut Conseil militaire tchadien. Mais voilà les résultats. Voilà les résultats. Donc, cette France, elle s'en inquiète. Vous aurez dit à la France que c'est une semaine de transition. Elle aurait fait rédiger à la CEDEAO. On s'en inquiète. Mais les droits et les devoirs se tiennent. Hein. Dans la vie, vous revendiquez vos devoirs quand vous respectez vos droits. Tout à fait. Et vous avez besoin qu'on tienne compte de vos droits quand vos devoirs... mais quand le Mali a été attaqué, la CEDEAO, où était la CEDEAO? Ah oui. Où était la CEDEAO? Quelles ont été les décisions de la CEDEAO? Moi, j'ai souvent l'habitude de dire qu'il faut particulièrement étudier la crise ivoirienne, l'apprendre, s'habiller de la crise ivoirienne. Parce que les acteurs qui ont été à la manœuvre de la crise ivoirienne ont les mêmes démarches. On instrumentalise la classe politique. On infiltre l'armée. On soutient le mouvement rebelle. Oui. On fragilise l'État. Oui. On jette le terrorisme sur la place publique. On vient vendre la base militaire et les résolutions du Conseil de sécurité. C'était pas ça la crise ivoirienne? Absolument. Qui était derrière ça? Qui était derrière la rébellion? Qui était derrière les résolutions du Conseil de sécurité? Et qui venait dire au président Gbagbo, venez négocier à Marcoussis? C'était pas le même acteur? Il allait... Et ça a donné quoi? Parce qu'au début de cette histoire, c'est la CEDEAO qui avait pris le problème. Mais sauf que la CEDEAO va faire une réunion à Dakar, à Lomé, pour s'en remettre à cet acteur qui était derrière la rébellion. Et vous savez ce que cet acteur va faire? Il va demander à la rébellion de muter en parti politique. La rébellion va muter en 4 partis politiques. Et elle va appeler toute la classe politique, corrompue par elle, de venir discuter à Marcoussis. C'est exactement le même schéma. Voilà le schéma malien. Voilà le schéma malien. Je rappelle qu'il y a beaucoup d'acteurs politiques. Vous savez d'où ils font les conférences de presse, les interviews à France 24 d'Abidjan. Oui. La place d'Abidjan ne vous dit rien. Soit Abidjan. Vraiment, ça ne va pas. Vraiment, le Mali, les militaires se sont accaparés du pouvoir. Ben, c'est pas normal. Il faut réactiver des mouvements comme le G5 Sahel. La classe politique malienne. Oui. Alors que personne n'est pour chasser au Mali. Oui. On a appelé le peuple à la grande rencontre nationale. Personne n'a voulu venir. Eh bien, ils sont en Côte d'Ivoire, ils sont à Abidjan. C'est quoi Abidjan? Qui est au pouvoir à Abidjan? Comment est-il arrivé au pouvoir? Mais c'est pas lui qui dictait les sanctions, en nous expliquant que ils valent rien la Russie, c'est la 11e puissance économique mondiale, ça vaut rien. Dans 3 semaines, le Mali sera à terre. Le Mali ne tiendra pas. Mais nous avons déjà expliqué ici qu'il y a 2 CEDEAO. Et nous saluons la Guinée qui renforce chaque jour ses relations bilatérales avec les frères maliens. Nous saluons la Mauritanie. Donc quand vous regardez le G5 Sahel avec le Mali, eh bien, il n'y a plus qu'un pays comme le Niger. Ben, sauf que vous pouvez avoir la confirmation de me jurer la main sur le cœur que M. Bazoum sera encore chef d'État en décembre au Niger.
Nous, on en appelle pour coup d'État. Mais je veux dire qu'au Niger, effectivement, les gens ne sont pas satisfaits de la politique menée par M. Bazoum. Donc, la CEDEAO, n'a aucun moyen, mais en plus, la CEDEAO a tout simplement intérêt à ce que ceux qui incarnent aujourd'hui la transition au Mali ne puissent pas amener un certain nombre de réformes. Pourquoi la CEDEAO n'encourage pas les enquêtes judiciaires? Il y a beaucoup d'enquêtes judiciaires au Mali. Et nous expliquons à nos frères maliens depuis, tous les hommes politiques qui seront mêlés à cette enquête judiciaire devront être radiés de la vie politique. Radiés de la vie politique malienne. Ça peut aussi être ça qui peut expliquer de savoir que si les enquêtes arrivent à terme, des enquêtes qui ont commencé avant que M. Goïta n'arrive, si ces enquêtes arrivent à terme, ces enquêtes ne vont pas indexer un certain nombre d'acteurs politiques maliens, d'acteurs politiques français, d'acteurs politiques de l'Union européenne, des connexions mafieuses. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait voter une loi d'amnistie et on prend cela. On va dans une élection à 3 tours. On continue comme ça. Quand il y a eu la grande rencontre au Mali, les populations ont voulu quand même un certain nombre de réformes. C'est-à-dire que même la Cour constitutionnelle, les populations ont dit qu'il faut la réformer. Et surtout, il faut avoir au Mali une instance qui destitue le président quand il trahit le serment. C'est mauvais. Les Maliens, on veut une instance quand le président trahit le serment, c'est-à-dire n'assure plus la sécurité des biens et des personnes, n'arrive plus à sauvegarder l'intégrité du territoire, on le destitue. Il passe devant une cour martiale. C'est intéressant. Voilà les réformes qu'il faut appeler au Mali. Qui a intérêt à ce qu'elles ne se mettent pas en place? Donc, vous nous parlez de la CEDEAO. Rêvons comme ça. Quelle est la mesure que la CEDEAO peut prendre contre M. Goïta? Moi, aller en guerre? Nous, on en appelle même à la guerre. CEDEAO. Qui? La Côte d'Ivoire allait en guerre? Président, Dozo s'est armé. Comme tu le dis que Dozo, ou bien le 44e Birma, c'est armé. Qu'est-ce que la CEDEAO? Dites-moi. Embargo? Quel embargo? D'ailleurs, le président Macky Sall a eu une déclaration. Il explique que les sanctions ne marchent pas parce qu'il y a certains pays de la CEDEAO, du fait de leur alliance forte avec les grandes puissances, ne nous respectent plus et sont à l'abri d'un certain nombre de déconvenus et ne respectent plus la CEDEAO. C'était une façon claire du président Macky Sall de dire que je salue même d'ailleurs le président Macky Sall, sa posture en Russie. Il a été un grand monsieur. On a aimé son discours. Il a dignement représenté l'Afrique. Le président Macky Sall, il était en Russie au nom de l'Union africaine des 5. D'ailleurs, il n'arrêtait pas de dire les 54 pays africains. Il ne parlait pas pour le Sénégal. Voilà. Nous avons apprécié son interview à France 24. Vous voyez que nous, on n'a pas de problème de personne dans nos débats. C'était une façon dans sa déclaration d'expliquer que oui, ce Mali-là, avec ses alliances, ses alliés, sa nouvelle stratégie, le peuple qu'il soutient, non, de petites sanctions de la CEDEAO n'y peuvent rien du tout. Qu'est-ce qu'ils feront le 4 février? Elle n'a même pas de budget, la CEDEAO. C'est quoi le budget de la CEDEAO? Elle n'a pas de troupes opérationnelles, elle n'a pas de moyens, elle n'a rien. Elle va rien. Je vous ai expliqué que la CEDEAO, c'est le Nigeria. Et à la limite, le dernier Maroc qui est rentré pour ce qu'on appelle la diplomatie de sa PME. C'est-à-dire, le roi fait affaire. Lui-même, c'est un gros commerçant, le roi. Il fait les affaires. Lui, il fait les affaires, le roi. Il fait les affaires. C'est un commerçant. Qu'est-ce qu'elle fera, la CEDEAO? Rien. Mais en même temps, elle veut masquer son incapacité à porter des solutions claires au sein de son espace. Et c'est là le débat de fond. Est-ce qu'il faut détruire la CEDEAO ou bien il faut rester avec une institution de pacotille qui sera là pour vendre l'impérialisme de la France? Voilà le débat de fond. D'accord. Merci à vous, Président Bandakani. Puisque la CEDEAO dit désormais s'inquiéter de cette démarche prise par les autorités de la transition du côté du Mali, est-ce que clairement, si on devait lire entre les lignes, il faut craindre les jours qui arrivent? Est-ce que des jours mauvais s'annoncent pour le Mali? Bertrand nous disait tout à l'heure que la CEDEAO ne représente rien, il n'y a plus, elle n'est pas capable véritablement de mettre à mal cet état du Mali, même si elle allait par la force, c'est-à-dire utiliser une armée d'ailleurs qu'elle n'en dispose pas. Alors, pourquoi s'inquiéter donc de la démarche malienne? Qui s'inquiète? La CEDEAO. Il faut bien préciser qui s'inquiète. C'est la CEDEAO. Est-ce que les Maliens s'inquiètent de leur propre démarche? Non. Donc, la personne qui s'inquiète, la structure morale qui s'inquiète de cette affaire, dit-on, c'est la CEDEAO. Moi,
à la suite de ceux qui m'ont précédé, je commencerai par deux données qui devraient être un indicateur. D'abord des forces en présence et deuxièmement des possibilités de ces forces-là dans le rapport qui les oppose désormais. Et ce qui permettrait de bien expliquer le décret du président Assimi Goïta. Il y a une sortie du ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, qui dit que pendant qu'il causait au Conseil de sécurité, je pense que tu as suivi ça, et la France est venue lui dire que qu'est-ce que tu viens faire en Afrique? C'est notre chasse gardée, tu n'es pas chez toi. Tu peux venir, qu'est-ce que tu viens faire en Afrique? C'est notre affaire. Nous on est fâchés parce que tu es venu te mêler de nos affaires. L'Afrique, ça appartient à l'Europe et à la France. Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, l'a dit, il a dénoncé ça publiquement. Bon, il n'y a qu'en Afrique où des choses comme ça passent comme ça. Il n'y a qu'en Afrique où ça passe comme ça. On s'en fout. Ça passe comme ça, les Africains sont là, et ils racontent, ce sont les Africains. Ils regardent le football, tout ce qui n'est pas important dans la vie. Tout ce qui est émotif. C'est-à-dire, ils se comportent comme les esclaves qui sont très heureux d'être des esclaves dans une plantation d'esclaves. Et que de temps en temps, le propriétaire d'esclaves donne des plaisirs, il organise les danses, il organise, il crée une église, la danse, il organise les défilés de mode et tout. Les esclaves sont contents, ils portent les habits. Il manque un peu, on va voir la queue derrière qui s'agite comme ça. Heureusement, ce n'est pas tous les Africains qui sont dans ça. Sergei Lavrov a fait une sortie pour dénoncer. D'après vous, pourquoi le ministre des Affaires étrangères russe dénonce ça? Posez-vous la question. Pourquoi il aurait pu se taire? Parce que ce n'est pas la première fois qu'on entend ça. D'autres se sont tués. Mais pourquoi le ministre Sergei Lavrov dénonce ça? Mais ça devait interpeller les Africains que le ministre des Affaires étrangères russe dénonce de tels propos qui ont été faits sous le confidentiel, dans une causerie aux Nations Unies, discussion, mais il rend ça. Quand il rend ça public, entre autres pour que les Africains prennent conscience, le relais. Il est en train de vous dire, comme tu dis, mais tu dis que les Africains prennent le relais. C'est tout. C'est de cela qu'il s'agit. C'est tout. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, vous comprenez donc que... Moi, je vous pose une question alors. À partir de là, il y a des questions qui doivent s'en suivre automatiquement. Si l'Europe et la France disent au ministre des Affaires étrangères russe que l'Afrique, le Sahel, c'est leur chasse gardée, la CEDEAO, c'est quoi alors? Par analogie, c'est aussi la chasse gardée. C'est tout. Tu as tout compris. C'est tout. C'est une déduction simple. Donc ça veut dire que c'est l'Europe et la France qui ont créé la CEDEAO. C'est tout. Et les faits ont démontré dernièrement que l'agenda de la CEDEAO est dicté depuis Paris. C'est le petit garçon de l'Élysée qui dicte l'agenda. Dicte l'agenda. Allez, faites la réunion. Vous dans 2 jours. Et dans 2 jours exactement, il y a la réunion. Même les gens qui ont 75 ans, 80 ans, comme le président du Ghana, ils sont là. Ils obéissent aux ordres d'un petit garçon. Petit garçon qui a plus mal éduqué et mal élevé. C'est-à-dire, il suffit de prendre son éducation pour dire qu'on ne parle pas avec lui. Il suffit de lui rappeler ça. Vous vous mettez à sa place. Vous le mettez à sa place. Donc, la CEDEAO, donc on comprend ce qui est en train de se passer. La deuxième variable d'analyse dans cette affaire, c'est que, alors parlons même de la CEDEAO, ces sanctions on a démontré ici, et c'est démontré, c'est établi, qu'elles étaient illégales d'abord, d'après même les tests formels de la CEDEAO. Je dis tests formels parce qu'on sait qui a créé la CEDEAO. Donc il y a un formalisme politico-juridique pour distraire comment dire ça, les endormis. C'est écrit pour les idiots, quoi. On a écrit ça pour idiots. Une organisation a un test qui est formel. Ça fait, on se vante avec ça. Il y a même les institutions qu'on met en place. Les gens mettent la veste éclairée pour dire que non, je suis dans l'organisme de la CEDEAO. Je suis le secrétaire exécutif de la commission de la CEDEAO. Je dis que moi je suis le chargé de la cour de justice de la CEDEAO. Ils se prennent au sérieux, font des réunions. Mais le vrai pouvoir, la vraie organisation, personne ne la voit. Son siège est à Paris. C'est tout. C'est là où on décide quand c'est sérieux. C'est là où on décide. Mais tout le monde a vu ça. Ici, un Africain qui me dit qu'il ne connaît pas ça maintenant. La CEDEAO. Bon, alors, ses propres tests, elle les a violés grossièrement. Les sanctions n'ont aucun fondement légal.
cette illégalité, on la constate sur la base des tests de la CEDEAO. Oui. Nous l'avons démontré ici. Bon, à partir de là, s'il n'y a pas un problème dans ce continent, comment des sanctions illégales, mais plus grave, imposées par un État étranger qui s'appelle la France, et par un petit garçon qui sortit partout dans le monde entier, dit que le président de l'Afrique, que l'Afrique lui appartient. Hein? Avec le concours de gens comme la Chine, Bébé et consorts, les sommeliers de Montpellier, Oui. d'autres. Sommet du camembert. Mais comment, à partir de ces deux variables d'analyse, il y a des questions que nous continuons à nous poser, et on fait semblant de ne pas voir ce qui se passe. Comment? Donc, l'inquiétude vient de quoi? Les sanctions n'ont pas produit les effets escomptés. Alors, c'est comme ça que vous analysez les L'analyse inquiétudes de la c'est un CEDEAO. fait. Pas l'analyse, c'est un fait. Puisque vous n'avez pas vu le terroriste en chef qui est en Côte d'Ivoire, et c'est l'a caché. Vous n'avez pas vu les vidéos. Vous faites comme si vous n'avez pas vu ça, Mondovision. Oui. Hein? Il a tout fait pour renverser le régime malien. Oui. Il a tout fait et il n'était pas seul. Il a tout fait sur ordre de M. Macron. Il a tout fait. Ça a échoué. Les sanctions participaient d'une stratégie de renversement de régime. C'est clair et c'est net. Les audios existent. Il y a même les audios, les vidéos qui existent. Comment il avait pris en otage la CEDEAO lors d'une réunion. Le terroriste en chef qui est en Côte d'Ivoire. Les vidéos existent, c'est sûr. Comment vous ne voyez pas ça? Hein? Les vidéos ont été publiées. Comment il a pris en otage une réunion de la CEDEAO sur ordre de son patron de l'Élysée pour dicter la conduite à tenir. Et le but était d'asphyxier le Mali et de renverser ce régime. C'était clair et net. Le régime n'a pas été renversé au Conseil, au contraire, il a été renforcé sur le plan de sa légitimité démocratique, au sens vrai du mot, par les fanfaronnades de la jupette qui dirige l'Union européenne. C'est de cela qu'il s'agit. Les sanctions n'ont pas abouti. Mais plus grave, il y a un mouvement de fond que ça a suscité dans la sous-région au niveau des peuples, au niveau des forces vives, des milieux d'affaires. Alors, M. Macky Sall, son comportement change. Pourquoi? Parce qu'il est sous la pression, non des hommes d'affaires, mais du peuple. Je veux vous rappeler qu'il y a une marche des Sénégalais qui ont marché à pied du Sénégal pour aller au Mali. C'était resté à Bamako. Je dis à pied, hein? C'est un symbole, ça. C'est un symbole fort. À pied, ils ont marché pour dire non aux sanctions. Ils ont été accueillis au Mali. Pendant au moins un mois, comme les héros. Et les hommes d'affaires viennent encore à écrire à Macky Sall. Ils viennent encore de lui écrire pour dire que cette affaire-là, c'est de la folie ou c'est quoi? Le patronat se plaint. Nous sommes à terre. L'argent qui venait chez nous maintenant, ça va en Guinée-Conakry et en Mauritanie. Et si ça continue comme ça, les Maliens vont adapter leur économie désormais, même quand on va vouloir revenir, c'est sera tard. Oui. Trop tard. Exact. Parce qu'ils auront réorienté les flux qui nous profitaient, nous les hommes d'affaires. Toi, tu es assis dans un palais, tu sais comment nous on vit ici, tu nous parles de la CEDEAO, c'est quoi? Tout voici à terre. Et les gens, nous allons fermer, nos affaires vont péricliter. Ils ont écrit à leur président. Bon, le terroriste en chef de la Côte d'Ivoire, il s'en fout. Il va aller prendre l'argent, les dettes, c'est pas lui qui va payer. C'est tout. Il va prendre les dettes, ils vont se partager là-bas. Oui. On a investi au port, on a fait des machins comme ça, tout ça. Quelqu'un qui a près de 27 000 milliards d'endettement pour seulement développer le plateau. Le plateau. Donc, pour dire que les sanctions n'ont pas eu l'effet escompté, mon cher, mais il y a plus grave. Entre-temps, il y a eu d'autres, ce qu'ils appellent coups d'État, d'autres coups d'État qui ont suivi. Et qui ont profité de la jurisprudence malienne, c'est-à-dire comment, à partir d'un mouvement populaire qui aboutit à la prise de pouvoir par les militaires, c'est ça le cas du Mali, ça ne se pas de coup d'État, c'est la rue qui a fait tomber IBK. Les militaires ont seulement pris, ils ont encadré un mouvement et ils ont, dans un accord avec les forces populaires, ils ont pris le pouvoir. Donc c'est clair. Mais après ça, il y a eu deux coups d'État, oui. Au Burkina et à Guinée-Conakry. Alors, regardez ce qui se passe jusqu'à présent. En dehors des paroles, il n'y a aucune mesure concrète qui a été prise contre soit Doumbouya, soit Damiba. On peut expliquer cette discrimination? Est-ce qu'on peut l'expliquer? Vous croyez que ça se passe? Vous croyez que quand une organisation fait ça,
Et on peut parler de sa crédibilité. Non, comment? Alors, les stratèges, ça va analyser ce que ça veut dire. Quelle organisation fait ça? Ça veut dire qu'elle n'est plus forte. Elle n'a plus de cohésion interne. C'est ce que ça veut dire. Bon, entre-temps, écoutez bien, entre-temps, on fait un forum au Ghana, un forum dans le Ghana, pour préparer la conférence des chefs d'État lors du sommet extraordinaire à Malabo. Oui. Le forum est manipulé par Paris. Le but est de parler d'une même voix pour aller imposer un agenda au sommet extraordinaire de l'Union africaine. C'est pour ça qu'on l'appelle sommet extraordinaire, consacré au coup de tête, tout ce que vous voulez. Oui. Arrivé à Malabo, zéro. On a clairement vu qu'il y a des présidents qui ont... Je dis que zéro. Qui sont opposés. Je dis que clash, il n'y a même pas eu une résolution, il y a eu une déclaration sur la forme. Et avant ça, le président était rentré. Il n'y a pas ça ici. Il n'y a pas ça ici. Comme ça veut dire faiblesse de la CEDEAO, discrédit. Et on appelle ça un amenuisement continu des capacités d'action d'une organisation sur le plan de la géodiplomatie. Après ça, après le sommet extraordinaire de l'Union africaine, il y a eu un autre sommet de la CEDEAO. Ça n'avait rien donné. C'est sorti sans sanction. Oui. Et vous êtes surpris de la réaction du président Assimi Goïta. Il tire simplement les conséquences d'un rapport de force qui lui est favorable. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est clair et net. Et c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. C'est de la faute de la voyoucratie qu'on appelle CEDEAO. Une organisation qu'il faut dissoudre. Il doit se cacher. C'est une honte pour l'Afrique, la CEDEAO. Cette histoire. La CEDEAO, c'est le comité de base de M. Ouattara, dirigé par M. Macron. Et la jupette de l'Union européenne. Une jupette, une voleuse en plus. C'est cela qu'il s'agit. Alors, donc, et même plus, il y a quoi? C'est-à-dire qu'on fait comme si c'était un événement extraordinaire. Mais la différence qu'il y a entre les délais proposés par la CEDEAO et les délais que la transition... Il y a la différence, c'est quoi? C'est quelques mois, non? Alors, pourquoi ça doit faire autant de débats? Pourtant, il n'y a pas un écart véritablement abyssal. Non, c'est-à-dire, les gens parlent... L'acte du régime du président Assimi Goïta est symbolico-géopolitique. Le Mali a proposé ça depuis très longtemps. Le Mali a proposé depuis très longtemps que, ok, nos assises ont dit 5 ans. Ça, c'est ce qui a été proposé par les assises nationales au Mali. Bon, le régime a dit, ok, nous sommes prêts à aller à 2 ans. Nous proposons 2 ans. Alors pour la CEDEAO, ils ont refusé. Oui. Écoutez, ils ont refusé. Le Mali a même proposé des dispositions, c'est-à-dire techniques et même juridiques pour dire que, ok, voici une architecture de négociation. Nous, on a 3 ministres que nous avons désignés, qui est dirigé par le ministre un pôle dirigé par le ministre des Affaires étrangères du Mali. Nous sommes prêts à négocier. Voici nos propositions. Nous sommes ouverts. Venez, on discute. Le Mali l'a fait. Le Mali a même reconnu M. Faure Yadema comme étant médiateur, que nous ne pas à discuter. Mais entre-temps, la CEDEAO, qui boit le lait que le garçon de l'Élysée leur donne, quand le lait est chaud, ils sont chauds. Quand le lait est froid, ils sont froids. Quand le lait n'est ni chaud ni froid, ils sont ni chauds ni froids. Donc, c'est-à-dire, ils vivent aux dépens des humeurs de M. Macron. Donc, ils ont cru que vraiment la France va faire quelque chose d'extraordinaire. En quelques mois, le régime va tomber. On va manipuler les 3 frontières, la zone des 3 frontières. Mais attendez un peu, on va faire ceci. Attendez un peu. Entre-temps, la situation géopolitique dans la sous-région ne fait que se détériorer en leur défaveur. Tout à fait. En leur défaveur. Et le régime se consolide matin, midi, soir. Tout à fait. Alors, pour vous dire à quel niveau, il y a des bluffs. Il y a des bluffs. Alors, quand vous lisez les écrits des milieux propagandistes français, on dit, oh, la sortie de Mahmoud Dicko. La sortie de... Il y a des politico-religieux. Il y a des voix qui s'élèvent. Vous l'appelez quoi? Un politico-religieux. Vraiment, politico-religieux. C'est-à-dire que des mafieux, vous avez politico-religieux. C'est là. On a décortiqué son histoire ici. Il y a 2 semaines ici. Bon, moi j'ai reçu des commentaires, des gens m'ont interviewé, oui, président, on est d'accord avec toi, on t'aime bien, mais Mahmoud Dicko, c'est pas l'islam. Ok, je vous concède, c'est pas l'islam. Ok. À mon 2 visions, je dis ok, Mahmoud Dicko, ce qui fait langage, pas l'islam. Le président, vraiment, il ne faut pas généraliser les affaires de Mahmoud Dicko à tout l'islam. Bon, vous m'écoutez ce dimanche, je vous dis que ok, je vous ai compris. Bon, je reste, Mahmoud Dicko, ce n'est pas l'islam. Bon, il fait la mafia, c'est un mafieux. C'est tout. C'est un mafieux. Alors, les milieux là disent que non, vraiment, ça a sorti, machin. Ça dit que c'est la débandade. Ça dit que si ce n'est pas la débandade, comment ces milieux peuvent croire que la sortie de Mahmoud Dicko
un événement majeur au Mali, à l'heure actuelle. C'est sérieux, ça. Il y a les dissensions, Mamadou Diko. Et puis, attention, le coup d'État montre qu'il y a les dissensions. Vous voyez à quoi est réduit la CEDEAO? Ouais. Quand une organisation est réduite, quand un conglomérat, un complexe géopolitique mafieux, n'est-ce pas? CEDEAO, Paris, Union européenne, tous ces machins-là, le chef terroriste qui est à Abidjan, tous ces machins-là. Quand ils sont réduits à ce genre d'expédients pour croire que quelque chose peut être fait, c'est la débandade totale. Et les autorités maliennes sont conscientes de ça. Elles assument une mission historique. Il y a un cap qui est fixé, qui est clair dans leur agenda. Et ils maintiennent ce cap. Et c'est tout. Le reste va suivre. Moi, je vous ai dit ici. Aucune force ne va déstabiliser le Mali. Et moi, je le répète encore ici cet après-midi. Aucune force ne va déstabiliser le Mali. D'accord, président. Merci à vous. On va retrouver Issa Diawara qui est avec nous depuis le début de ce programme. Issa, nous vous retrouvons puisque eh bien, on est clairement sur ce sujet malien avec donc cette volonté nette de la transition, eh bien, d'étendre la durée de celle-ci pour 24 mois, c'est-à-dire 2 ans à compter donc du 26 mars 2022. Le décompte est donc désormais donné pour permettre aux autorités de la transition de permettre de préparer les institutions qui vont permettre d'avoir pour une première fois, et ça nous le croyons, des élections libres mais surtout transparentes qui vont permettre véritablement de consolider les acquis qui ont été véritablement si chèrement consolidés jusqu'ici par des autorités de la transition. Alors la problématique c'est de savoir pourquoi la CEDEAO s'inquiète donc de cet agenda qui n'est pas aussi si loin, le président l'a d'ailleurs souligné, du chemin qui avait été tracé notamment par la CEDEAO, à savoir tout au plus 18 mois, si mes souvenirs sont avec moi. Pourquoi est-ce qu'elle s'inquiète tant parlant de la CEDEAO? Merci de nous retrouver, très cher général Issa Diawara. Votre micro, s'il vous plaît. D'accord, c'est parfait. Nous vous écoutons Issa. Merci bien. Bonjour à tous ceux qui sont au plateau, à commencer par le doyen Bandakani, et le grand frère Samuel Lumbi de Dionédor et tous les autres. Maintenant, pour répondre à votre question, permettez-moi, d'abord, je m'excuse pour la qualité d'image, puisque je suis en déplacement à l'intérieur du pays. Vous constatez que je suis en pleine campagne comme ça. Et d'ailleurs, c'est la seule intervention que je vais faire pour que je me déplace avant que la nuit ne tombe. Maintenant, je vais vous donner quelques informations très fraîches. D'abord, l'armée malienne a communiqué. Au mois de mai, l'armée malienne a pu tuer 168 terroristes pour 37 interpellés. Comprenez que les 37 interpellés vont parler. Donc 168 terroristes neutralisés rien qu'au mois de mai. Avant, quand nous étions avec la France, on mettait 12 mois sans tuer 100 terroristes. Vous comprenez ce que ça veut dire? Mais en 12 mois, on pouvait perdre jusqu'à 600 militaires maliens. Et plus de 1000 civils peut-être. Donc, merci, les choses ont changé avec la coopération entre le Mali et la Russie. Et dommage si c'est au même moment que la CEDEAO continue de vouloir faire le jeu de la France au lieu de courir venir aider le Mali, un pays frère. Et d'autres informations, la journée d'hier seulement, 18 terroristes ont été neutralisés, dont 3 chefs actifs. 3 chefs actifs, nous avons Moussa Sangaré, Yamoussa et Boubakari Sangari. Donc les 3 chefs actifs qui ont été neutralisés. Et vous savez, du côté, pour préparer le débat de demain, au niveau de l'ONU, la CEDEAO est mise en contribution, bien sûr. C'est pourquoi il y a eu l'échec du sommet du 4 juin et même le sommet du 3 juillet. Son avenir, le dessin se joue lors du sommet de demain. Voir si le mandat de l'administration sera renouvelé, oui ou non. Comprenez toute la bataille diplomatique qui se joue entre le Mali et la France. D'autres informations. Parallèlement à ce qui se prépare demain, la France avait lancé une grande campagne militaire contre le Mali, notamment dans la région de Menaka et de Gao. Les localités, en tout cas la localité d'Anderburkan, qui était occupée par les terroristes pro-français, notamment l'État islamique au Grand Sahara. Et cette localité avait reprise par l'armée malienne, mais que les terroristes français, parce que pendant le combat, les avions Mirage de la France n'ont cessé de survoler les positions, en tout cas les zones de combat. Et les terroristes avaient repris cette localité, et il y a 2 jours de cela, le Mali a repris à nouveau cette localité qui borde la frontière avec le Niger. Et donc le Mali a pris le dessus totalement,
Et il y a beaucoup de terroristes pro-français qui ont été neutralisés, beaucoup ont été faits prisonniers. Et beaucoup d'équipements militaires ont été récupérés. Maintenant, pour répondre à votre question, M. Fabrice Ndoum, allons-nous rester à débattre pendant 6 mois uniquement sur la durée de la transition? La réponse est non. Est-ce que le Mali n'a pas d'autre chose à faire? Bien sûr. Nous, on ne peut pas rester à débattre sur la durée de la transition, ne rien faire dans notre pays pour que 2 ans, 3 ans après, la France fait de nous un cas d'école. Tenter d'intimider tous les pays qui vont essayer de s'affranchir de l'esclavage français et en vouloir, en se trouvant d'autres partenaires. Dire que vous avez vu depuis que le Mali s'est séparé de la France, vous voyez comme le Mali est devenu un pays pauvre. Vous voyez comment le Mali ne peut plus payer ses fonctionnaires. Vous voyez comment le Mali est pauvre en infrastructure. Non, nous on ne va pas tomber dans ça. Nous allons travailler et nous voulons nous émerger mieux que les pays qui collaborent aujourd'hui avec la France. C'est pourquoi, comprenez, la CEDEAO continue de nous asphyxier, continue de voler nos ressources, nos impôts, tout simplement pour nous empêcher de travailler, de mieux réussir, de montrer que sans la France, un pays africain peut mieux se développer. On est en train de nous empêcher d'avoir accès à notre fonds et au même moment, on nous pousse à la guerre, donc nous pousser à augmenter nos dépenses militaires et nous empêcher d'augmenter nos dépenses au niveau du développement du pays. C'est un peu le jeu auquel la CEDEAO et la France sont en train de se livrer. Mais nous sommes prêts, nous sommes convaincus qu'il y a un prix à payer pour se libérer. Vous voyez, l'autre jour, le président Macky Sall était de l'autre côté de la France. Il est allé rendre compte de la mission qu'il a accomplie auprès de Poutine au nom de l'Union européenne. Sans doute, moi, je suis très convaincu et du goulot d'étranglement qu'ils ont mis au Mali lors du sommet du 4 juin passé. Et nous comprenons tous ces enjeux. Et une chose est sûre, je l'ai dit à plusieurs reprises, dans ces bras de fer entre le Mali et la CEDEAO, d'ailleurs, nous n'avons pas de bras de fer contre la CEDEAO. La CEDEAO est juste en mission. Le vrai combat se joue entre le Mali et la France et c'est sur tous les terrains, tant sur le terrain militaire que sur le terrain diplomatique. La France j'avais parlé d'un rétrécissement de capacités de nuisance des touristes dans un triangle, notamment entre Douanza, où ils avaient coupé le tronçon de la route Bamako-Gao, pour essayer de terroriser les gens au vu de faire croire lors de la rencontre de demain que le Mali était affaibli sans Barkhane, le Mali n'assurait même plus le déplacement de ses citoyens. Dieu merci, la nuit du samedi à aujourd'hui dimanche, les forces armées maliennes, les commandos maliens ont amené des opérations réelles d'une vraie démonstration de force et on est en train de nettoyer ces axes. Donc ils n'ont pas de raison de justifier le renouvellement du mandat de la MINUSMA. Maintenant, pourquoi la CEDEAO plaire que le colonel Assimi Goïta et les autorités du Mali ont pris cet acte d'une prolongation de 24 mois? Mais c'est parce que nous voulons travailler, nous voulons avancer. Après cet acte, il y a eu un autre décret. Le colonel Assimi Goïta a pris un décret pour proposer directement, pour aider l'élaboration d'une nouvelle constitution dans un délai de 2 mois. Le Mali doit avancer, nous avons des priorités. Nous ne sommes pas comme eux. Nous n'allons pas rester être ce qu'on appelle Bamanaka, Djougou Sago, c'est-à-dire être à la merci des ennemis. Qu'ils fassent de nous, qu'ils commencent à nous pointer du doigt, qu'est-ce que voilà le pays qui a essayé de jouer au gros dos, et voilà comment ce pays a fini. C'est devenu un pays pauvre comme ça, non. Nous voulons bien au contraire que le Mali soit un cas d'école. C'est pourquoi dans cette histoire, comprenez la colère de la CEDEAO. Parce que si le Mali réussit, vous savez, le Mali est notre phase pilote, nous les panafricains dans ce combat. Si le Mali réussit, au Mali nous mettons beaucoup plus de temps, tous les panafricains, parce qu'on est en train d'expérimenter quelque chose. Si le Mali réussit, même si le Mali prend 2 ans, dites-vous que dans les autres pays, on va les réussir en 2 ou 3 mois. Le Mali est juste considéré ça comme phase pilote et nous sommes en train d'expérimenter quelque chose qui est en train d'avancer bien, qui est en train de, en tout cas, faire du mal de l'autre côté. Si ça marche, la CEDEAO craint, les dirigeants de la CEDEAO craignent pour leur propre avenir politique. Si ça marche au Mali, comprenez que les dirigeants de la CEDEAO tomberont comme des mouches au bout de 2, 3, 4 mois. Et ça va s'étendre, ça va aller au-delà de la CEDEAO. C'est toute l'Afrique qui va
connaître ces printemps, comme ils aiment appeler cela, ce vent de la révolution va souffler sur toute l'Afrique. Donc comprenez que c'est un vent qui a commencé au Mali, qui a frappé déjà la Guinée et le Burkina Faso. Donc considérez ces 3 pays comme phase pilote et ça va s'étendre. Si ça marche au Mali, qui est peut-être leadership dans cette histoire, d'autres pays, le Burkina va carrément s'affranchir, la Guinée est déjà là. Et je profite pour dire que le Mali bénéficie de 11 000 tonnes de blé qui va transiter par la Guinée. La Russie vient d'offrir cela au Mali gratuitement. 11 000 tonnes de blé, accompagné d'autres choses encore. Donc la CEDEAO juste a servi, parce que si la CEDEAO, les dirigeants de la CEDEAO tombent, comprenez entre la CEDEAO et la France, c'est un peu du gagnant-gagnant, quoi. C'est-à-dire les dirigeants de la CEDEAO jouent leur propre survie politique. Parce que quand ça réussit, ils vont tomber. Et quand ils tombent, la France va perdre. C'est qu'elle a appelé autrefois son précaré. La France ne va plus réussir à vendre les CFA à 8 pays de la zone IMOA ici. Donc si la France perd ici, dites-vous qu'il y a d'autres partenaires qui vont prendre pied et qui vont s'émerger et qui auront d'autres puissances, qui auront d'autres agendas. La France sera dans une rétrocession économique. Elle va tomber, elle va perdre sa puissance industrielle. Elle sera un pays, je ne sais pas, au rang du 30e pays mondial. Ça, c'est dans 2 ans, si les choses continuent comme ça. Donc, la France joue sa propre survie. La CEDEAO joue sa survie parce que les dirigeants de la CEDEAO, ce sont des gens qui veulent s'accrocher au pouvoir à quelque bon goût ou bien au luxe du pouvoir. Ce sont des gens qui sont accrochés de cela, ils sont nostalgiques des sommets. Ce sont des habitués des sommets, des gens qui aiment aller être logés dans des hôtels au niveau de la France, de l'Amérique. C'est un peu cela. Donc, comprenez que chacun joue un peu son intérêt. Donc, la CEDEAO a raison d'avoir peur de trembler. Mais nous, de notre côté, nous, on ne tremble pas parce que nous savons ce que nous voulons. Nous savons où est-ce que nous voulons aller et nous savons avec qui dorénavant nous voulons avancer. Et Dieu merci, nous connaissons aujourd'hui les pays qui nous sont ennemis. Donc, parallèlement, la CEDEAO, nous n'allons pas la laisser comme telle parce que si nous réussissons, c'est la CEDEAO que nous allons refonder en profondeur ou dans le cas échéant, nous serons obligés d'assister tous à l'explosion, à l'éclatement de la CEDEAO qui va faire place à une nouvelle organisation panafricaine qui sera crédible, qui va en tout cas bâtir, qui aura des socles beaucoup plus solides et qui va aider tout le reste de l'Afrique à s'émerger. Je salue tout le monde et permettez-moi de continuer mon voyage. Merci beaucoup. Merci à vous, Général Issa Diarra, pour le travail de terrain d'ailleurs que vous faites afin de toucher du doigt la réalité de votre pays. Et nous, on vous retrouvera très certainement en semaine pour revenir autour donc de cette démarche de l'ONU qui veut absolument renouveler le mandat de la MINUSMA du côté de votre pays. En tout cas, les débats seront très certainement bouillants demain. Maître, peut-être on va sortir définitivement de ce débat avant que d'évoquer la République centrafricaine. C'est d'ailleurs le seul débat, le premier sujet qu'on sortira de cette émission pour tout au plus 1 heure. Alors les débats auront donc lieu clairement demain et l'objectif il est clair, renouveler vaille que vaille le mandat de la MINUSMA du côté du Mali, alors que le Mali semble véritablement avoir montré sa volonté à ne plus revoir cette force, dit-on, multidimensionnelle intégrée des Nations Unies, avoir droit de citer dans son pays. Mais qui a le plus grand intérêt au renouvellement de la MINUSMA au Mali? C'est la bonne question qu'il faut poser. Parce que lorsqu'on pose la question qui a le plus grand intérêt, on revient à celui qui a saisi, ou à l'État qui a saisi l'Organisation des Nations Unies pour que la MINUSMA soit instituée au niveau du Mali. Nous allons offrir aux téléspectateurs le théâtre malveillant de la coopération avec la France. Lorsque vous êtes attaqué avec des accords de défense qui sont en règle, qui sont en cours d'exécution, ils vous disent nous arrivons. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des requêtes, ils écrivent, ils s'en vont à l'ONU, ils prennent un mandat onusien. Et maintenant, lorsqu'on parle de la MINUSMA, c'est un mélange de quelques petites forces, mais vous allez voir le commandement. Au sein du commandement à l'ONU, on sait que c'est la France. Qui a le plus grand intérêt à ce que le mandat de la MINUSMA soit renouvelé au niveau du Mali? Mais c'est la France. C'est toujours d'ailleurs la France qui a toujours défendu le mandat de cette MINUSMA devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais j'ai dit, il est clairement établi que c'est lui le patron. C'est le scanner malveillant de la coopération française avec les États africains.
Et ce qu'ils ont fait au Mali, ils le font partout ailleurs. Tout à côté, ici en République centrafricaine, c'était pareil. C'est-à-dire, vous êtes attaqué, vous avez des accords de défense, ils ne vous disent pas que nous venons vous assister dans le théâtre des opérations pour éloigner toutes les attaques, toutes les rébellions, mais nous allons obtenir le mandat de l'ONU, parce que l'ONU c'est le paravent. Derrière le mandat de l'ONU, ils font du business. C'est ce qui se faisait au Mali, c'est ce qui se faisait en République centrafricaine. Derrière le mandat de l'ONU, ils font des exploitations minières, ils font de la surexploitation des ressources, ils font du braquage sur des biens. Qui est un cas un peu plus explicite de votre analyse, mais maître. Pas seulement le Congo, parce que même au Congo, vous avez trouvé des ambassadeurs qui étaient dans des champs miniers avec des minerais. Vous avez trouvé des véhicules de l'ONU, estampillés ONU, qui font des accidents, et puis on trouve à l'intérieur des véhicules militaires des minerais. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que sous la couverture de l'ONU, on fait un braquage constant sur les ressources minières du pays. Autre événement. En 2013, lorsque de façon claire le Mali est attaqué, alors quand vous regardez l'exploitation de l'or au niveau du Mali, mais elle a presque doublé. Mais comment un pays en insécurité peut doubler les exploitations des ressources minières? Tout simplement parce que il y a un bouc émissaire qui est en train de prendre, qui est en train de profiter de la situation du pays pour s'enrichir. Alors, le mandat de la MINUSMA, il doit être renouvelé pour quelle raison? Les Maliens ont pris en main la sécurité de leur pays. Tout à fait. Les Maliens ont pris en main la lutte contre l'insécurité dans leur pays. Les Maliens ont pris en main la reconquête de leur souveraineté. Ouais. Et à ce niveau, ils n'ont plus besoin de l'ONU. Parce que nous savons ce que les résolutions de l'ONU ont créé en Afrique. Nous savons ce que les résolutions de l'ONU ont créé en Côte d'Ivoire. Ce qu'elles ont créé en Libye. Ce qu'elles sont en train de vouloir créer. Ce qu'elles ont créé au Mali, en République centrafricaine, en République démocratique du Congo et dans beaucoup d'autres États. Donc les Africains ne sont plus dupes. Président Bandakani, tout à l'heure, vous avez dit que certains Africains se comportent comme si nous étions dans un agora, comme si nous étions dans un cirque où on assiste à des scènes sans pouvoir comprendre pourquoi les scènes sont en train d'être montrées à nous. Les Africains doivent prendre leur destin en main. Monsieur Ndoum, nous sommes dans une phase décisive de ce combat. C'est la phase de la reconquête définitive de la souveraineté des États africains. Et dans cette reconquête, nous devons, nous Africains, accepter de souffrir, accepter l'inflation. Parce que ce que les Maliens vivent aujourd'hui, c'est pas ce qu'ils ont souhaité. Ce sont les circonstances du combat qu'ils sont en train de mener. Et lorsqu'on mène un combat, on encaisse des coups. Ces coûts sont sur le plan économique, c'est l'inflation, c'est-à-dire l'augmentation des prix, et l'augmentation incompréhensible parfois des prix dans le marché, et puis l'embargo, et puis des sanctions économiques, c'est-à-dire des sanctions qui n'ont rien à voir avec la réalité de la situation. Le peuple africain doit être prêt aujourd'hui à encaisser tous ces maux pour pouvoir reconquérir sa souveraineté dans ce dernier combat. D'accord, merci à vous, maître Janvier Momo.